Au début, dans les premiers James Bond avec Sean Connery, Roger Moore, surtout Sean Connery, la montre avait un côté fonctionnel et un côté petit à petit qui est devenu statutaire. Omega et James Bond, c'est aujourd'hui 25 ans d'une belle histoire d'amour, d'un partenariat sans faille. Il y a 3 marques phares qui ont accompagné l'histoire de James Bond. Dans un premier temps, il y a eu Rolex. Pendant un certain temps, il y a eu Seiko. Et là, maintenant, depuis un temps qui dure, Omega. Et c'est vrai qu'Omega est une marque qui correspond parfaitement à James Bond. À la base, James Bond, c'est un agent secret, qui est un militaire. Il est détaché de la Royal Navy. Il est capitaine, commandeur, ce qui ne veut pas dire commandant. Et donc, il lui faut une montre solide, robuste, précise, qui va sous l'eau et qui puisse l'accompagner aussi bien en smoking qu'en plongée sous-marine. Donc Omega correspond exactement à ça. Ça va faire 60 ans que ça dure. Il y a eu 3 grandes périodes. Ça fait 25 ans qu'on est dans la 3e période, qui est d'ailleurs la plus longue. Hein. C'est le partenariat record en matière de nombre de films, puisqu'on en est à 9 films quand même. Omega a sorti 14 ou 15 peut-être séries spéciales, limitées, numérotées, qui commémoraient à chaque fois quelque chose. Donc en 2002, le dernier Bond de Brosnan, c'était les 40 ans de la saga. Donc il y a eu un modèle avec le cadran rempli de minuscules 007, qui était une montre anniversaire. Ces Omega, tout en étant très modernes, elles véhiculent aussi tout l'ADN et toutes les bonnes valeurs du passé. Ça a commencé avec GoldenEye, il y a donc 25 ans. 4 films avec Pierce Brosnan. Ensuite, il y en a eu maintenant 5 avec Daniel Craig. La montre l'a accompagné d'une manière incroyable, elle lui correspond parfaitement. La première montre gadget dans un James Bond apparaît dans Opération Tonnerre. C'est une autre de ces 3 marques que j'ai citées, qui était là un petit peu en challenger. Elle avait une fonction, on est en 65. Elle pouvait détecter la radioactivité. Donc elle avait un système de compteur GGR qui détectait la radioactivité pour aller se rapprocher du missile nucléaire qui avait été volé par le Spectre. C'est à partir de Roger Moore, en 73, que là, la montre gadget est arrivée en force. Il y a eu un gadget formidable dans Vivre et laisser mourir dessus qui montrait que vraiment, sans sa montre, il décédait en fait. Parce que les gens rigolent du gadget, mais sans ça, il finissait dans un cercueil ou alors bouffé par les requins. Et donc, ça devient sérieux. Dans les années 70, début 80, on est à une époque où on vit au présent et au futur. On n'est pas encore dans la nostalgie en regardant le passé. On est dans l'hypermodernité, la créativité. Dans James Bond, ce désir un peu de retour justement à tous les ingrédients qui font un James Bond, c'est-à-dire avoir plein de choses modernes qui sont à la pointe. Il y a eu beaucoup de gadgets dans GoldenEye. Il a une Seamaster, donc la même que celle-là, mais avec à quartz. Il y a un laser qui arrive à couper des parties métalliques, notamment ça lui sauve la vie. Dans Demain ne meurt jamais, le 2e Bond de Brosnan, on est en 97. De mémoire, elle a une capacité à déclencher sa montre des charges explosives, en l'occurrence de faire exploser une grenade à distance. Dans son 3e, c'est Le Monde ne suffit pas avec Sophie Marceau. Il y a 2 fonctions gadget dans sa Seamaster. Donc il y en a une qui a la lumière, enfin il se trouve dans une avalanche. Et il a une capacité d'éclairage phénoménale. Il y a ce gadget qui se rapproche un peu de Batman. Derrière, il y a un espèce de grappin qui est projeté à une vitesse incroyable. Dans Meurt un autre jour, en 2002, elle a à nouveau une nouvelle fonction laser. Alors c'est vrai que le laser, ça a toujours été dans l'histoire des James Bond. Le laser qui est beau, qui est pur, qui coupe d'une manière parfaite, mais aussi extrêmement dangereuse, comme un sabre japonais. Daniel Craig arrive. Il y a le passage à l'an 2000. L'apparition d'Internet, le terrorisme, donc le 11 septembre 2001, le monde exagéré de la finance. Tout ça a beaucoup choqué en fait un peu les consciences, la prédominance de la mondialisation de la finance et a ramené peut-être certaines générations à un retour un peu sur soi et sur certaines choses un peu traditionnelles. Quand Casino Royale arrive en 2006, c'était une manière de revenir aux origines de James Bond. Comment est-ce qu'il est devenu un 00 avec le permis de tuer? On va faire une sorte de reboot qui ne correspond pas forcément
au cahier des charges de Ian Fleming, puisque Ian Fleming, c'était tel qu'il était lui, 1m83, 76 kg, brun, plutôt aux yeux bleus, grand, mince et élancé, étant très snob. Le James Bond de Daniel Craig n'a pas ces caractéristiques-là, il est très blond. La seule chose, c'est qu'il correspond en termes de caractère, c'est peut-être lui qui ressemble le plus au personnage au niveau caractère de Ian Fleming, avec ce côté dépressif, actif, ce côté angoissé, enfin on ressent de l'émotion. Daniel Craig est dur dans sa façon de faire, mais on sent chez lui une souffrance qu'on ne ressentait absolument pas chez Sean Connery ou chez Roger Moore. Il utilise au début de Casino Royale toujours la même Seamaster qu'avait Pierce Brosnan, sauf qu'elle avait un mouvement plus évolué, qui est un mouvement coaxial, qu'il a une planète océan 45,5 mm, je crois, sur un bracelet en caoutchouc. Elle n'a pas de gadget. Dans la manière dont il est filmé, dans les actions, on la voit beaucoup. On est revenu aux fondamentaux de la montre de James Bond. La montre devient fonctionnelle. Elle est étanche, elle est statutaire, elle est robuste, elle lui donne l'heure. Daniel Craig a toujours aimé apparemment les montres un peu vintage. On a découvert que, par contre, oui, quand il a commencé à parler de ses envies, qu'il n'aimait pas les très grosses montres, qu'il préférait les montres d'une taille normale, dans les 40 mm, voire même 38-39 mm. Et donc dans Quantum of Solace, il porte la planète Océan, qui est une montre aussi très militaire, très fonctionnelle, très plongée, mais très élégante, qui est en 42 mm à partir de Spectre. Alors il porte une Aquaterra, je crois 41 mm, mais l'Aquaterra 41 mm, c'est une montre un peu comme celle-ci, qui est quand même relativement pas épaisse. En 2014-2015, cette Seamaster Vintage, qui était en fait on a refait celle des années 50, sur le fameux bracelet natto grillé noir, qui est maintenant mythique depuis que Craig l'a lancé avec Omega. Et récemment, dans ce James Bond, la dernière Seamaster, qui est plutôt en 42 mm, donc un peu plus grande, les fines, et en titane, elle a des formes magnifiques, le côté militaire, le côté vintage, le côté léger. C'est vrai que celle-là, c'est pas une série numérotée. Toutes les séries, je dirais, limitées et numérotées qui ont pu sortir depuis 18 ans, depuis 2002, c'est pas la montre que porte Bond dans les films, c'est des montres commémoratives. Là, l'avantage, c'est que c'est vraiment celle qui porte.